On m'appelait la silencieuse, la soldate invisible, la file qui cirait les bottes et classait les rapports pendant que les vrais héros planifiaient des missions capables de changer le monde. Pendant 3 ans, j'ai occupé le fond de chaque salle de briefing, observant des hommes, à peine aussi compétents que moi, être promus à des postes que j'aurais pu occuper les yeux fermés. Je les voyais trébucher sur des stratégies que j'avais déjà perfectionnées dans ma tête avant même qu'ils ne finissent de parler. Ma propre famille me considérait comme une personne ordinaire, perdue dans la foule. Mon père, vétéran décoré de la guerre du Vietnam, me tapotait la tête lors des réunions familiales en disant « Peut-être qu'un jour, tu feras quelque chose d'important. » Ma chérie, mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, le commandant militaire le plus puissant des États-Unis m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé 5 mots qui ont fait taire toute une salle. C'est elle qui dirige la mission. Si ces mots vous donnent des frissons, vous savez exactement de quoi je parle, car votre moment de reconnaissance est plus proche que vous ne le pensez. Et soudain, tout le monde voulait connaître mon nom. Je suis la capitaine Sophie Morel, et pendant la majeure partie de ma carrière militaire, j'aurais tout aussi bien pu être invisible. À 28 ans, j'avais passé 6 ans dans l'armée des États-Unis, observant la médiocrité être récompensée, tandis que l'excellence passait inaperçue. J'étais la soldate qui arrivait la première et partait la dernière, celle qui connaissait chaque protocole par cœur, qui pouvait démonter et remonter un fusil militaire, les yeux bandés, qui parlait couramment 4 langues et lisait les images satellites comme d'autres lisent le journal. Mais rien de tout cela ne semblait compter. Chaque matin, je me tenais en formation avec la compagnie Alpha, mon uniforme impeccablement repassé, mes bottes si bien cirées qu'elles reflétaient le ciel à l'aube, et chaque matin, je ressentais le poids d'être ignorée, comme un vieux manteau familier qui s'installait sur mes épaules. Les autres soldats avaient des surnoms. Rodriguez était surnommé Char, à cause de sa carrure. Guillaume était aile d'aigle, pour ses talents de tireur. Dupont était professeur, parce qu'il avait fait des études supérieures avant de s'enrôler. Et moi, j'étais juste Morel. Parfois, tôt, souvent, on ne m'appelait rien du tout. Notre base, Fort Campbell, dans le Kentucky, vibrait de l'énergie constante des soldats se préparant pour des déploiements, des exercices d'entraînement et l'incessante machinerie de la vie militaire. Mais je me déplaçais à travers tout cela comme un fantôme, présente, compétente, mais jamais vraiment vue. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais spécialiste en communication avec une habilitation secret défense, parlant couramment l'arabe, le farsi, le russe et le mandarin. J'avais terminé en tête de ma promotion à l'entraînement de base et à l'entraînement individuel avancé. Mes évaluations psychologiques me qualifiaient constamment d'exceptionnelle sous pression, avec un QI me plaçant dans le 80e percentile. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je restais le secret le mieux gardé de toute l'armée des États-Unis. Mon invisibilité ne se limitait pas au milieu militaire. Elle avait commencé bien avant que je n'enfile un uniforme. En grandissant dans une petite ville de l'Ohio, j'étais la fille toujours plongée dans un livre pendant que mon frère aîné, Jacques, jouait au football et charmait tout le monde avec son sourire facile. Jacques était l'enfant prodige, quarterback, major de promo, bourse complète pour l'Université d'État de l'Ohio. Quand il s'est engagé dans les marines après ses études, la poitrine de mon père s'est gonflée de fierté. « Ça, c'est mon fils », disait-il, ses mains usées tenant la photo d'enrôlement de Jacques, comme si elle était en or. Un vrai guerrier, comme son père. Quand j'ai annoncé mon intention de rejoindre l'armée, la réaction fut différente. Maman a soupiré et dit « Oh, ma chérie, es-tu sûre? L'armée, c'est tellement dur pour les filles. » Papa m'a tapoté l'épaule et a dit « Eh bien, je suppose que quelqu'un doit s'occuper de la paperasse. » La paperasse, comme si toute ma carrière militaire était destinée à n'être que du classement et de la saisie de données. Lors de ma dernière réunion familiale avant mon déploiement actuel, la conversation avait été particulièrement douloureuse. Nous étions assis autour de la table en chêne, la même où j'avais fait mes devoirs enfants, où j'avais annoncé mon admission dans plusieurs universités, où j'avais tenté à maintes reprises de partager mes réalisations militaires avec une famille qui semblait déterminée à ne pas les entendre. Jacques venait de raconter une histoire sur sa récente promotion au grade de commandant, accompagnée de gestes dramatiques et d'histoires de guerre qui captivaient tout le monde. La pièce vibrait d'admiration et de fierté.
Puis l'oncle François, le frère de papa qui ne ratait jamais une occasion de donner son avis, m'a regardé et a dit « Et tout, Sophie ?» Toujours à trier des papiers. La table a éclaté de rire. On rirait poli. Maman m'a pris la main en guise de réconfort. Je suppose « Sophie fait un travail important », a-t-elle dit, avec ce ton que les mères utilisent pour consoler leurs enfants face à des déceptions évidentes. Toute organisation a besoin de gens pour gérer l'administratif. J'avais envie de leur parler des opérations classifiées que j'avais soutenues, des communications terroristes que j'avais interceptées et traduites, de la nuit où j'avais passé 8 heures d'affilée à décoder des renseignements qui avaient empêché une attaque contre les forces américaines à l'étranger, des lettres de recommandation cachées dans mes dossiers personnels, des lettres que je ne pouvais pas leur montrer, car les missions auxquelles elles faisaient référence étaient classifiées au-delà de leur niveau d'habilitation. Au lieu de cela, j'ai souri poliment et dit quelque chose comme ça, parce que c'est ce que font les gens invisibles. On sourit, on hoche la tête, on laisse les autres croire ce qui les met à l'aise. Si quelqu'un qui lit ceci s'est déjà senti ignoré par sa propre famille, vous savez exactement ce que cela fait. Vous n'êtes pas seul. Le 15 octobre a commencé comme n'importe quel autre jour. J'étais dans le centre de communication à 5 heures du matin, examinant les rapports de renseignement de la nuit pendant que la plupart de la base dormait encore. Le café était infect, comme toujours. Mais il était chaud et il me gardait concentré pendant que je parcourais les transmissions interceptées provenant de divers points chauds à travers le monde. C'est alors que je l'ai vu. Enfoui dans une analyse de routine des communications d'une cellule terroriste connue en Syrie, il y avait un schéma qui m'a glacé le sang. 3 transmissions distinctes, chacune utilisant des mots de code différents, mais toutes faisant référence au même événement coordonné, un événement prévu dans exactement 72 heures. Mes mains se sont mises à parcourir le clavier avec une efficacité rodée, recoupant les informations avec des interceptions précédentes, des données géographiques et des méthodologies terroristes connues. En 30 minutes, j'avais reconstitué une image complète de ce qui était planifié. C'était une embuscade, un piège sophistiqué et multicouche conçu pour cibler un convoi de haute importance qui devait traverser la région de Taanef, près de la frontière syro-jordanienne. Ce convoi transportait la sénatrice Patricia Renaud et une réquisition délégation de chefs du Congrès en mission d'information. La même sénatrice Renaud qui présidait la commission des forces armées, la même délégation qui comprenait les membres éminents des commissions du renseignement et des affaires étrangères. Si cette attaque réussissait, ce ne serait pas seulement une victoire pour les terroristes, ce serait un coup catastrophique pour la direction de la politique étrangère américaine. Si vous avez déjà découvert quelque chose de crucial que tout le monde a manqué, vous comprenez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Parfois, les silencieux voient ce que les autres ne peuvent pas. J'ai immédiatement rédigé un rapport de renseignement prioritaire et l'ai envoyé par les voies appropriées. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis dirigée directement vers le bureau du colonel Henry, le commandant de la base, et j'ai demandé une réunion immédiate. Le colonel Henry était un homme qui imposait le respect rien qu'en entrant dans une pièce. Grand, aux cheveux argentés, avec des yeux qui semblaient tout voir et juger la plupart des choses insuffisantes. Il avait dirigé des hommes en Irak et en Afghanistan, et il avait une présence qui faisait se redresser même les officiers expérimentés. Quand j'ai frappé à sa porte à 6h30 du matin, il a levé les yeux de ses briefings matinaux avec l'expression d'un homme peu habitué à être interrompu par des officiers subalternes. « Capitaine Morel », a-t-il dit, sa voix mêlant autorité et impatience, perfectionnée par des décennies de service. « J'espère que c'est important. » « Monsieur », j'ai intercepté des communications indiquant une menace imminente contre une délégation du Congrès en voyage en Syrie. Je crois qu'il se dirige vers une embuscade soigneusement planifiée. Pendant les 15 minutes suivantes, j'ai présenté mon analyse avec la précision et la clarté qui m'avaient toujours servi. J'ai montré les transmissions interceptées, expliqué la reconnaissance des schémas qui révélaient le complot et détaillé les implications tactiques des renseignements. Le colonel Henry m'a écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque détail. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment, étudiant les documents que j'avais posés sur son bureau. « Capitaine », a-t-il dit enfin, « combien de temps vous a-t-il fallu pour assembler tout cela ?» Environ 37 minutes entre l'interception initiale et l'analyse complète. « Monsieur, 37 minutes.
Il a répété les mots lentement, comme s'il en évaluait le poids. Et vous êtes sûr de cette évaluation? Oui, monsieur. J'en mettrai ma carrière en jeu. Une autre longue pause. Puis le colonel Henry a attrapé son téléphone sécurisé. Passez-moi le général Moreau au Pentagone. Priorité 1. Ce qui s'est passé ensuite était sans précédent dans ma carrière militaire. En 2 heures, je me suis retrouvée dans une salle de conférence sécurisée avec certaines des personnes les plus puissantes de l'establishment militaire américain. Le général Moreau était arrivé de Washington, le colonel Henry était là, ainsi que le chef du renseignement de la base et l'officier des opérations. Il y avait aussi 2 hommes en civil qui se sont présentés uniquement comme des consultants, mais dont l'attitude et le respect qu'on leur témoignait suggéraient qu'ils venaient d'agences qui n'existaient pas officiellement. La pièce vibrait de tension et d'une énergie concentrée, celle qui émerge quand la sécurité nationale est en jeu. Le général Moreau, un homme compact, aux yeux gris acier et aux 3 étoiles sur son col, m'a regardé directement pendant que je présentais à nouveau mon analyse, cette fois avec encore plus de détails et de preuves à l'appui. Capitaine Morel, a-t-il dit quand j'ai fini? Votre analyse suggère que cette cellule terroriste dispose d'informations internes sur l'itinéraire et le calendrier de la délégation. C'est une accusation grave. Oui. Monsieur, la précision de leur communication, combinée à la sophistication tactique de l'embuscade prévue, suggère fortement qu'ils ont accès à des informations classifiées sur les mouvements de la délégation. L'un des consultants en civil s'est penché en avant. Quelle est votre recommandation, capitaine? C'était le moment pour lequel j'avais préparé toute ma carrière, même si je n'aurais jamais imaginé que cela se passerait ainsi. Monsieur, je recommande la mise en œuvre immédiate de l'opération Bouclier silencieux, une stratégie de contre-embuscade qui utilise les propres renseignements des terroristes contre eux. Nous leur laissons croire que leur plan se déroule comme prévu, tout en positionnant nos forces pour neutraliser la menace et capturer des cibles de haute valeur pour interrogatoire. La salle est devenue silencieuse. Même la climatisation semblait s'être arrêtée. Le général Moreau a échangé un regard avec les consultants en civil, puis m'a regardé à nouveau. Capitaine, vous réalisez ce que vous proposez. Ce serait une opération conjointe impliquant plusieurs branches de l'armée, des agences de renseignement et une coordination internationale avec les forces jordaniennes. Le niveau de complexité, je comprends. Monsieur, mais la fenêtre de renseignement se referme rapidement. Nous avons environ 68 heures avant que la délégation n'entre dans la zone de danger. Le colonel Henry a pris la parole. Général, la capitaine Morel a un dossier exemplaire en analyse de renseignement. Son niveau d'habilitation et ses compétences linguistiques la rendent particulièrement qualifiée pour... Je ne remets pas en question ses qualifications. Colonel, a interrompu le général Moreau. Je me demande si nous avons les ressources et la capacité de coordination pour réaliser une opération aussi complexe dans un délai aussi court. C'est alors que j'ai prononcé les mots qui allaient changer ma vie pour toujours. Monsieur, si je puis me permettre, j'ai déjà préparé un cadre opérationnel complet. Avec votre autorisation, je peux avoir des plans tactiques détaillés, prêts à être examinés dans les 4 heures. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était pas un silence de réflexion, c'était un silence de choc. Enfin, le général Moreau a souri, un petit sourire. Mais dans une pièce pleine d'officiers militaires de carrière, c'était presque une ovation debout. Capitaine Morel, a-t-il dit, je pense qu'il est temps d'avoir une conversation plus approfondie pendant les 18 heures suivantes. J'ai vécu dans un monde que je n'avais fait qu'imaginer, le sanctuaire intérieur de la planification stratégique militaire, où des décisions sont prises qui redessinent le paysage mondial. En travaillant avec une équipe des meilleurs esprits tactiques de l'armée, j'ai transformé mon évaluation initiale en un plan opérationnel complet. À la fois audacieux et élégant dans sa simplicité, l'opération Bouclier silencieux fonctionnerait ainsi. La délégation du Congrès suivrait l'itinéraire prévu, mais avec plusieurs modifications cruciales. Des équipes de reconnaissance avancées seraient positionnées le long de tout le trajet 12 heures avant l'arrivée du convoi. Des agents de contre-surveillance identifieraient et neutraliseraient les guetteurs terroristes. Et surtout, une force de réponse rapide serait prépositionnée pour exécuter une frappe de précision sur le site de l'embuscade terroriste. Mais le génie du plan résidait dans la désinformation. Au lieu de simplement empêcher l'embuscade, nous la laisserions commencer.
juste assez longtemps pour identifier tous les participants et leur réseau de communication, avant d'écraser les terroristes avec une puissance de feu et un positionnement tactique supérieur. C'était une stratégie qui exigeait un timing précis, une communication sans faille, et le type de coordination que la plupart des officiers et militaires passent toute leur carrière à espérer accomplir une seule fois. En présentant le plan à des niveaux de commandement de plus en plus élevés, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire se produire. Les mêmes personnes qui m'avaient ignoré pendant des années me voyaient soudain clairement pour la première fois. Le général Moreau a qualifié cela de pensée stratégique brillante. Les consultants civils ont utilisé des mots comme innovant et révolutionnaire. Le colonel Henry m'a regardé avec une sorte d'admiration et a dit « Capitaine, où diable vous cachiez-vous » Mais la vraie validation est venue lorsque le général Moreau a passé un appel à quelqu'un dont le titre m'était interdit de connaître. Et je l'ai entendu dire « Nous avons ici une officière qui vient peut-être d'empêcher un incident international. Je recommande une autorité de commandement opérationnel immédiate. Autorité de commandement opérationnel. » Ces mots ont envoyé une décharge électrique à travers tout mon corps. Pendant 6 ans, j'avais été la soldate, celle qui exécutait les ordres, classait les rapports et regardait depuis les coulisses, pendant que d'autres prenaient les décisions qui comptaient. Maintenant, soudain, on me confiait le commandement de l'une des opérations militaires les plus sensibles de mémoire récente. Les 48 heures suivantes ont été un tourbillon de briefings, de vérification d'équipement, de protocoles de communication et des 1000 détails qui séparent les opérations militaires réussies des catastrophes. Je me suis retrouvée à commander une force opérationnelle conjointe comprenant des Rangers de l'armée, des spécialistes de la reconnaissance de l'Air Force, des agents de renseignement de la marine et des actifs d'agences qui n'existaient pas officiellement. C'étaient des guerriers qui avaient servi en Irak, en Afghanistan, en Somalie et dans des conflits qui n'apparaîtraient jamais dans les registres publics. Et ils recevaient des ordres de moi. La transformation était surréaliste. Les soldates qui n'avaient jamais pris la peine d'apprendre mon nom m'appelaient maintenant « Madame » et s'accrochaient à chacun de mes mots. Les officiers qui me traitaient comme un meuble cherchaient désormais mon approbation pour des décisions tactiques. Mais plus que cela, je voyais dans leurs yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, du respect. Pas la déférence polie que les officiers subalternes reçoivent des soldats, mais un véritable respect professionnel pour quelqu'un qu'ils reconnaissaient comme exceptionnellement compétent. L'opération elle-même s'est déroulée exactement comme prévu. Nos équipes de reconnaissance ont identifié 17 opératifs terroristes positionnés le long de l'itinéraire du convoi. La contre-surveillance a éliminé leur capacité d'alerte précoce et lorsque l'embuscade a commencé, notre force de réponse rapide était déjà en position pour transformer ce que les terroristes pensaient être leur moment de triomphe en leur destruction complète. En 20 minutes, nous avions neutralisé toute la cellule terroriste, capturé 4 cibles de haute valeur vivantes pour interrogatoire et assuré que la délégation du Congrès atteigne sa destination sans jamais savoir à quel point elle était passée près du désastre. 0 perte américaine, 0 incident diplomatique et succès total de la mission. Quand la poussière est retombée et que les rapports finaux ont été déposés, le général Moreau m'a convoqué dans son bureau pour une conversation privée. « Capitaine Morel », a-t-il dit, « je suis dans l'armée depuis 32 ans. J'ai commandé des opérations dans 4 théâtres de guerre différents et je peux compter sur les doigts d'une main le nombre d'officiers que j'ai rencontrés qui possèdent votre combinaison d'intelligence analytique et d'instinct opérationnel. » Il s'est arrêté, me regardant avec une intensité qui montrait qu'il prenait une décision qui affecterait nos 2 carrières. « Je recommande votre promotion immédiate au grade de commandant, une affectation au commandement du renseignement stratégique et une considération accélérée pour une formation avancée en leadership. Le Pentagone a besoin d'officiers comme vous dans des postes où vous pouvez vraiment faire la différence. » J'ai senti des larmes menacer de couler dans mes yeux, pas de tristesse, mais de l'émotion écrasante d'être enfin reconnue pour ce que j'étais vraiment. « Merci, monsieur. » ai-je réussi à dire. « Ne me remerciez pas. Capitaine, vous l'avez mérité. » La seule question est pourquoi il a fallu si longtemps pour que quelqu'un le remarque. 3 semaines plus tard, j'étais de retour dans l'Ohio pour ma cérémonie de promotion.
La même famille qui avait qualifié ma carrière militaire de paperasse était maintenant assise au premier rang de la chapelle de la base, regardant le général Moreau épinglé, les feuilles de soleil de chaîne de commandant sur mon col et me remettre la médaille du service méritoire de la défense. La citation, lue à haute voix devant l'Assemblée, détaillait mes compétences analytiques exceptionnelles et mon leadership tactique pour avoir empêché une attaque terroriste qui aurait pu entraîner une perte catastrophique de vies américaines et des dommages significatifs aux intérêts de la sécurité nationale. Bien sûr, les détails étaient classifiés, donc ma famille ne savait toujours pas exactement ce que j'avais fait. Mais ils savaient que c'était assez important pour qu'un général 3 étoiles vienne de Washington pour diriger la cérémonie en personne. La poitrine de papa était si gonflée de fierté que j'ai cru que ses boutons allaient sauter. Maman pleurait de larmes de joie. L'oncle François était inhabituellement silencieux. Mais c'est la réaction de Jacques qui m'a le plus touchée. Après la cérémonie, alors que nous nous tenions ensemble dans le vestibule de la chapelle, il m'a regardée avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux. Auparavant, une véritable admiration. « Sophie », a-t-il dit, « je dois m'excuser. J'ai passé tant d'années à penser que j'étais l'histoire de succès militaire de cette famille. Et pendant tout ce temps, tu étais... » Il a gesticulé, cherchant ses mots. J'étais juste en train de faire mon travail, ai-je dit simplement. Non, a-t-il dit fermement. Tu étais extraordinaire. Et je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Ce soir-là, lors du dîner familial organisé pour célébrer ma promotion, la conversation était complètement différente de toutes celles que nous avions eues auparavant. Au lieu que Jacques domine la discussion avec ses histoires, tout le monde voulait entendre parler de mes expériences. Au lieu de me demander des nouvelles de la paperasse, on me posait des questions sur le leadership et la stratégie, et sur ce que ça faisait d'être responsable d'opérations qui comptaient au niveau national. L'oncle François, qui avait passé des années à considérer mon service militaire comme un lot de consolation, me regardait maintenant avec une sorte de révérence. Alors, a-t-il dit prudemment, quand les gens me demandent ce que fait ma nièce dans l'armée, que dois-je leur dire? J'ai souri. Repensant aux années passées à être ignorée, sous-estimée, dis-leur, ai-je répondu que je suis celle qu'on appelle quand l'impossible doit devenir possible. Les changements dans la façon dont les gens me voyaient ne se limitaient pas à ma famille. De retour à Fort Campbell, je n'étais plus la soldate invisible au fond de la salle de briefing. J'étais l'officière que les autres officiers venaient voir quand ils avaient besoin de résoudre des problèmes, celle que les commandants supérieurs consultaient pour des analyses stratégiques, celle dont les recommandations avaient du poids dans les salles où l'on prenait des décisions affectant des milliers de vies. Ma nouvelle affectation au commandement du renseignement stratégique signifiait travailler directement avec le Pentagone sur des opérations couvrant plusieurs continents et impliquant une coordination avec des agences de renseignement du monde entier. C'était exactement le type de travail que j'avais toujours su pouvoir faire, mais qu'on ne m'avait jamais donné l'opportunité d'accomplir. Plus important encore, j'étais désormais en position d'identifier et de développer d'autres soldats qui, comme moi, avaient été négligés malgré leurs capacités exceptionnelles. J'ai fait de cela ma mission personnelle, m'assurer que les compétences et le potentiel soient reconnus, quelle que soit la forme sous laquelle ils se présentaient, même si elles ne correspondaient pas aux attentes traditionnelles du leadership militaire, les analystes silencieux, les spécialistes introvertis, les soldats brillants mais peu enclins à se mettre en avant. Je les ai encadrés, et je me suis assurée que leurs capacités soient utilisées à bon escient, parce que je savais ce que ça faisait d'avoir tant à offrir, sans avoir nulle part où le faire. 6 mois après l'opération Bouclier silencieux, j'ai été invitée à parler au collège de guerre de l'armée sur l'analyse du renseignement et la planification stratégique, debout à la tribune, face à un public composé des officiers les plus gradés de l'armée américaine. J'ai repensé au chemin qui m'avait menée à ce moment. Combien d'entre vous, ai-je demandé à l'Assemblée, ont des soldats dans leurs unités que vous n'avez jamais vraiment remarqués? Combien de personnes exceptionnelles sont assises dans vos salles de briefing, classent vos rapports et exécutent vos ordres, tandis que leur véritable potentiel reste complètement invisible pour vous? La salle était silencieuse, mais je voyais la reconnaissance sur de nombreux visages. J'ai passé ces 6 ans à être l'une de ces personnes. Ai-je continué?
6 ans à regarder la médiocrité être promue pendant que l'excellence restait ignorée. Non pas parce que je ne performais pas, mais parce que je ne performais pas d'une manière qui correspondait aux attentes traditionnelles de ce qu'est l'excellence. Je leur ai raconté le matin où je suis entrée dans le bureau du colonel Henry avec des renseignements qui allaient empêcher une attaque terroriste catastrophique. Je leur ai parlé du moment où des années d'invisibilité se sont transformées en une confiance pour diriger l'une des opérations les plus sensibles de l'histoire militaire récente. La différence entre être invisible et être indispensable, ai-je dit, tient souvent à un seul moment où quelqu'un en position d'autorité est prêt à regarder au-delà de ses préjugés et à voir ce qui est vraiment là. Après ma présentation, une jeune lieutenante s'est approchée de moi. Elle était petite, silencieuse, avec des yeux intelligents et une énergie nerveuse qui suggérait qu'elle avait quelque chose d'important à dire, mais qu'elle ne savait pas comment. Madame, a-t-elle dit, je travaille dans l'analyse de renseignements depuis 2 ans. J'ai identifié des schémas et des menaces potentielles que je pense importantes. Mais personne ne semble écouter les suggestions des officiers subalternes. Je l'ai regardé et j'ai vu moi-même 3 ans plus tôt. Comment vous appelez-vous? Lieutenante. Jeanne Park. Madame, lieutenant Park. Je veux que vous prépariez un briefing complet sur votre analyse et que vous me le présentiez la semaine prochaine. Si vos renseignements sont aussi importants que vous le pensez, je m'assurerai qu'ils parviennent aux bonnes personnes. Ses yeux se sont illuminés d'un espoir que je me souvenais d'avoir ressenti. Ce matin-là, j'avais décidé d'entrer dans le bureau du colonel Henry. Merci, madame. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi, mais je savais. Je savais exactement ce que cela signifiait. Aujourd'hui, alors que je vous raconte cette histoire, je suis la lieutenant-colonel Sophie Morel, directrice adjointe des opérations de renseignement stratégique pour le commandement central des États-Unis. La fille qui était invisible pendant 6 ans a maintenant son nom sur des rapports de renseignement qui passent sur les bureaux des généraux, des secrétaires de cabinet et, parfois, du président lui-même. Les soldats sous mon commandement ne m'appellent pas Hey, To ou la silencieuse. Ils m'appellent colonel ou madame. Et quand ils ont des problèmes à résoudre, ils viennent me voir spécifiquement parce qu'ils savent que je vais écouter et agir. Ma famille comprend maintenant que lorsque je disais faire un travail important, j'étais loin de la réalité. Papa garde des coupures de journaux sur des opérations militaires auxquelles je ne peux pas lui dire que j'ai participé, mais il le sait d'une manière ou d'une autre. Jacques et moi avons développé le genre de relation que j'avais toujours espéré avoir. Une relation basée sur le respect mutuel entre professionnels qui comprennent le poids des responsabilités du leadership militaire. Mais peut-être plus important encore, j'ai appris que l'invisibilité n'est pas toujours un désavantage. Les années passées, à être ignorées, m'ont appris à observer, à analyser, à comprendre les systèmes, les gens et les situations d'une manière que les officiers plus naturellement en vue ne développent jamais. La patience apprise en attendant la reconnaissance m'a enseigné la valeur du timing et l'importance d'être prête quand l'opportunité arrive enfin. Je ne changerai rien de tout cela, parce que maintenant, quand on me demande qui je suis, la réponse est simple. Je suis celle qui était invisible jusqu'au moment où je suis devenue indispensable. Je suis celle qui a été ignorée pendant des années, jusqu'au jour où un général 3 étoiles m'a regardée et a dit « c'est elle qui dirige la mission ». Et maintenant, tout le monde connaît mon nom. On m'appelait la silencieuse. Maintenant, on m'appelle quand le monde est en danger et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour le sauver. La soldate invisible qui est devenue une leader irremplaçable. C'est qui je suis. C'est qui j'ai toujours été. La seule différence, c'est que maintenant, enfin, tout le monde peut le voir. Si cette histoire vous a touché, si vous attendez encore votre moment de reconnaissance, sachez que votre heure arrive. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car chaque semaine, nous partageons des histoires de personnes qui sont passées de l'invisibilité à l'indispensabilité. Votre histoire pourrait être la prochaine. Et rappelez-vous, le monde a besoin de ce que vous avez à offrir, même s'il ne le voit pas encore.